Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur la communauté économique d'Afrique centrale avec un dossier consacré au Parlement de la CEMAC. Au programme également de cette émission, le gouvernement malien lève les mandats d'arrêt contre les responsables des groupes armés rebelles. Et au Bénin, le banquier d'affaires Lionel Zinsou a été nommé ce jeudi Premier ministre. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Maurice Kibangou, vous êtes économiste, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être une fois de plus votre invité. Merci. Et avec nous également notre éditorialiste Gracien Okindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Le gouvernement malien a donc décidé de lever les mandats d'arrêt qui visaient des responsables des groupes rebelles Touareg, un geste d'apaisement à quelques heures de la signature ce samedi de l'accord de paix par la rébellion. Les groupes armés pro-gouvernementaux, eux, sont engagés à évacuer la ville de Ménaka. Ibrahim Ndiaye. L'échéance du 20 juin canalise tous les espoirs au Mali. Pour montrer sa bonne volonté d'apaisement et de paix durable, le gouvernement malien a levé les mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles. Au même moment, le Gati, le groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et alliés, une milice pro-gouvernementale tente elle aussi de montrer sa bonne volonté et a décidé de quitter la ville de Ménaka vendredi 19 juin. Toutefois, la décision des autorités maliennes de lever les mandats d'arrêt des chefs rebelles divise du côté de Bamako et pas seulement. Par rapport à la levée des mandats d'arrêt, il faut dire qu'on ne peut pas construire quelque chose de durable dans l'impunité, en encourageant l'impunité. Il n'est pas normal que le gouvernement de la République du Mali lève des mandats d'arrêt contre des gens qui ont du sang sur les mains. On ne doit pas libérer des criminels dans la rue. La justice, au nom de la politique, au nom de la réconciliation de la paix, on ne doit pas libérer des gens qui ont les mains souillées, pour ne pas dire qui ont le bout du turban ensanglanté. Ça, c'est un signal que la communauté internationale ne va pas comprendre, que le président public malien ne veut pas comprendre, que les parents des victimes de ces exactions-là ne vont pas comprendre. Je crois que le gouvernement a poussé trop loin le bouchon et ça, c'est inadmissible et inacceptable par rapport à la levée des mandats. Depuis le début du conflit dans le nord du Mali, les négociations entre les autorités et les mouvements armés sont en dents de scie. Les espoirs d'un accord se sont souvent transformés en échec. La rue malienne est partagée entre espoir et méfiance. Quant à la probable signature des accords, est-ce qu'il faut croire à ces gens après moult reports, moult rétractions, après moult exigences, après moult revirements? Est-ce qu'on a encore confiance? Signer ou pas signer, je crois que nous sommes dans un processus de longue haleine. Et le pouvoir ne doit pas tout faire pour sauver sa tête. Il faut sauver le Mali, sauver le peuple malien, sauver les victimes et sauver la paix, la justice. Ça se fait dans la justice et la démocratie. Un soulagement à la clé, c'est ce qui attend la ville de Ménaka lorsque les groupes armés pro-gouvernementaux auront signé les accords de paix de ce samedi 20 juin à Bamako. Une joie qui sera partagée par tout le peuple malien si le rêve d'un accord de paix devient une réalité ce 20 juin 2015. Gracien, est-ce que lever ces mandats d'arrêt, selon vous, était la seule solution pour obtenir la signature de l'accord de paix par les groupes rebelles? Oui, il faut le dire, la signature de paix intervient à Bamako, au Mali. On ne peut pas demander la signature des accords avec des gens, des membres d'un mouvement, lesquels membres sont sous la poursuite judiciaire. Donc, ils ne pourraient pas venir. Donc, il faut dire que c'est un avantage, le fait que l'accord soit signé à Bamako, signé en présence des Maliens. L'accord pouvait être signé à Alger, dans un autre pays, donc ça n'aurait pas eu le même impact. Donc c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Le gouvernement était obligé, parce que déjà les facilitateurs demandaient ça, et on fait la paix avec des gens. Oui, les gens ils ont tué, mais en même temps ils sont tués. Ça fait un moment qu'il y a eu ces guerres. Il y a de l'autre côté du pouvoir aussi, du gouvernement. Éventuellement, il y a des militaires qui ont commis des actes, mais pour le moment, on est dans des accords de paix. Je pense que vraiment, il y a l'amnistie. Bon, on parlait déjà de lever des poursuites judiciaires pour qu'il y ait la paix. Et en même temps, espérons que, disons, la paix puisse vraiment s'installer dans le Nord. Alors, mais dans le reportage, on entend ce journaliste malien qui évoque ce sentiment d'impunité. Est-ce que justement cette levée des mandats d'arrêt ne va pas renforcer ce sentiment d'impunité? Le sentiment d'impunité, on peut... Là, on est en train de parler de politique et aussi de l'histoire. On peut parler de l'impunité depuis un bon moment. Il y a des gens qui ont fait des rébellions, qui ont commencé d'autres rébellions. Et est-ce que vraiment la volonté de punir
elle va mener où? Où est-ce que les Maliens vont aller? Il faut savoir à un certain moment, la réconciliation demande, exige des efforts au niveau des esprits. Les gens peuvent se dire, ils ont tué des gens, mais on accepte, c'est un prix à payer, on accepte la paix, l'amnistie et on vit ensemble, pourvu, heureusement que, et pourvu surtout, heureusement, je pense qu'on pourra le dire à les jours à venir, que les gens vivent ensemble. Demain, on se dira, c'est vrai, on a mis un trait sur tout ce qui a été commis, mais aujourd'hui, on vit en paix. Maurice Kibangou, quel est votre avis sur la question? Est-ce que le gouvernement malien a eu raison de lever ce mandat d'arrêt? Pour moi, c'est une action à double tranchant qu'il faut vraiment gérer avec délicatesse. Autant pour aller vers une réconciliation et chercher une décrispation de la situation, il fallait effectivement donner des signes comme ça pour que, comme on a toujours dit, on fait toujours la paix avec ses ennemis. Mais quelque part, ce sentiment d'impunité est quand même dangereux. À mon avis, on aime la vie. Parce que ça crée des frustrations. Parce qu'on se dit, ceux-là qui ont tué sont dans la rue. Et ils sont peut-être prêts à récidiver de temps à autre. Donc, je me dis, il faut vraiment gérer ça avec délicatesse. Gratien, depuis 2 mois, le cessez-le-feu a été bafoué à de nombreuses reprises dans le nord du Mali. Est-ce que la signature de cet accord de paix, donc, qui est prévu ce samedi, peut avoir un vrai changement sur le terrain? Mais on parle de changement, bon, on va accuser les gens du MNLA ou des Touaregs, mais en même temps, ce qui s'est passé par exemple à Ménaka, ce sont des milices pro-gouvernementales qui ont attaqué une position occupée par les autres. Donc ce qui fait que finalement, le respect des accords, ou le respect du cessez-le-feu s'impose du côté du pouvoir et du côté aussi de la rébellion. Il faut dire que les uns les autres ne sont pas naïfs, les uns les autres ne sont pas plus méchants que les autres. Il y a des idées, il y a des motifs, des motivations. Du moment où il y aura la paix, du moment où il y aura certaines, parce qu'il y a des revendications qui commencent à être satisfaites des gens du Nord, du MNLA, donc on pourra se dire qu'eux aussi, ils ont intérêt, parce que personne n'aime la guerre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Chacun veut la paix, mais il se demande si finalement la paix pourra durer. Donc pour se dire que je reste en guerre ou je fais la paix. Merci. Dans l'actualité également, au Bénin, le nouveau gouvernement est désormais connu. Et à la tête de ce nouveau cabinet, le président Boni a nommé Lionel Zinsou, un banquier d'affaires, président de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Ibrahim Ndiaye. Lionel Zinsou nommé Premier ministre au Bénin. C'est l'une des surprises du remaniement ministériel intervenu au Bénin ce jeudi 18 juin. La nouvelle équipe est composée de 27 membres avec 7 nouvelles têtes et 4 femmes seulement. Le nouveau Premier ministre béninois est âgé de 60 ans. Lionel Zinsou est un ancien professeur d'économie à l'ENA et dirige depuis 2008 PAI Partenaire, un fonds d'investissement français. Monsieur Lionel Zinsou, c'est une figure assez connue du paysage politique, médiatique et surtout financier de la planète, puisqu'il a été membre du cabinet de Fabius lorsqu'il était jeune, lorsque Fabius était Premier ministre. Donc il est présent dans les arcanes du pouvoir depuis très longtemps. C'est un neveu de l'ancien président Émile Derlin Zinsou, qui avait été président du Bénin Dahomey dans les années 60. Il a ensuite fait carrière notamment chez Rothschild. Il a été président du fonds PAI Partners, donc qui est le premier fonds d'investissement. Je pense que cette question justement des conflits d'intérêts va se poser. Alors plus connu dans le paysage financier français que béninois d'une certaine manière. Et on sait également qu'il est très proche de François Hollande. Cela va sans doute jouer, je pense, dans la manière dont il sera perçu et reçu dans la classe politique béninoise. Le nouveau Premier ministre béninois préside également depuis ce début d'année la Fondation Africa France et semble maîtriser les problématiques du continent africain. Première contrainte d'une certaine manière et aussi aujourd'hui la toute première chance, c'est un continent qui est peuplé d'1 milliard d'habitants sur 30 millions de kilomètres carrés. Ces habitants, il va falloir les installer aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Le défi, c'est pas seulement aujourd'hui, en 2015, nous avons un déficit de financement des infrastructures. Le défi, c'est comment on répond sur 25 à 30 ans à quelque chose que personne n'a jamais eu à gérer. Le problème, c'est que c'est ce qu'il y a de plus intensif en capital. Donc on a des besoins de capital très très importants. Sa connaissance du milieu financier pourrait être un atout pour diriger ce nouveau gouvernement et pour conduire des réformes économiques. Mais ses penchants pour l'économie néolibérale pourraient le desservir, selon certains analystes. Lionel Zinsou est un grand banquier, c'est un grand intellectuel, c'est une figure de poids, c'est un monsieur qui est brillant,
même si ces idées sont extrêmement discutables, notamment sur la question du franc CFA, par exemple, et également sur la question des réformes économiques qui incarnent un courant néolibéral assumé. Donc il faudra voir dans quelle mesure le paysage social béninois pourra s'accommoder de ce Premier ministre. Sa nomination est diversement accueillie au Bénin. L'opposition tire déjà à boulet rouge sur celui qui pourrait vouloir se positionner comme le successeur potentiel de l'actuel président Boni Yayi. Maurice Kibangou, Lionel Zinsou, c'est un banquier d'affaires, un économiste. Alors ce profil plutôt avantage ou inconvénient pour ce poste de Premier ministre? Mais à mon humble avis, c'est un grand avantage, parce que c'est un grand baroudeur de l'économie africaine. Il maîtrise toutes les ficelles, il sait rechercher les leviers de l'économie. Donc moi je pense que c'est vraiment une grande chance pour le Bénin. Donc, bien entendu, c'est tout à fait normal que l'opposition ait des résistances parce qu'ils savent bien que c'est un bon pédigré et il pourrait être quelqu'un qui est susceptible de succéder au président actuel. Donc, Gracia, est-ce que le fait de ne pas être un politique ne risque pas de le desservir? Oui. Bon, ce que je peux dire, je suis en contradiction avec notre ami, parce qu'en fait, c'est un grand banquier. Il a fait les fonds d'investissement, tout. Ça veut dire dans la macroéconomie vraiment du monde, il brasse beaucoup d'argent. On sait bien qu'en Afrique, surtout le Bénin, il manque de l'argent. Donc on peut se demander, il y a les réalités béninoises, on a besoin d'un développement. On connaît des pays comme le Nigeria, par exemple, avec les grosses têtes pour développer le pays. Première économie de l'Afrique, mais où on a les citoyens les plus pauvres pratiquement. Ils sont plus pauvres en Afrique plus que les autres, plus que d'autres pays qui sont même pauvres. Donc je dirais que le Bénin peut avoir cette sorte de contraste. Et je pense que même le cabinet ou la banque Rothschild où il était ne pourra pas investir au Bénin parce qu'il lui devient Premier ministre, tout en se disant que finalement, on a besoin des gens plus qui maîtrisent le terrain, des gens qui ont évolué localement, plus que les gens. Le carnet d'adresse, on peut connaître Hollande, on peut le tutoyer, mais Hollande, il ne fera rien. Il pourra, juste s'il y a un problème, il pourra envoyer des avions pour défendre le pays, mais il ne va pas envoyer de l'argent. La France manque d'argent, l'Occident manque d'argent, il faut le reconnaître. Ces cabinets d'investissement où ces gens qui ont vraiment, on dit les banquiers, même s'il était président de la Banque mondiale ou du directeur général du FMI, c'est toujours, il y aura ce problème de l'Afrique. C'est l'Afrique pour les Africains et les ressources sont en Afrique. Ce qui fait que pour moi, vraiment, il faut beaucoup privilégier ce qui est local, les gens qui connaissent les réalités terre à terre, des gens qui sont pauvres, comment est-ce qu'on développe l'agriculture, la situation des femmes, la bonne gouvernance, l'économie et la politique aussi. Alors oui, Maurice Kibangou, est-ce qu'il connaît vraiment le terrain, Lionel Zinsou? Moi, je crois que ça ne se situe pas qu'à ce niveau-là. Effectivement, les éléments, les variables du terrain, c'est très important de les connaître, mais il faut avoir quelqu'un qui a la maîtrise, effectivement, des sphères, de la grande sphère de la finance, parce que non seulement il y a le carnet d'adresse, et ensuite, il faut qu'il y ait la volonté politique. Parce que lui, il sait, en tant que grand économiste, il a la tête d'un grand fonds d'investissement, donc il saura au moins faire allier les variables du terrain et où est-ce qu'il faut trouver le financement pour financer les différents projets, notamment vers les paysans, notamment vers les agriculteurs. Mais ça, il faut d'abord la volonté politique. Et en tant que Premier ministre, c'est là où viendrait cette volonté. Donc il aura les marges de manœuvre, ce que les anglophones appellent le bargaining power. C'est très important. Lui, en tant que grand banquier, il a été très longtemps à la tête de ce fonds d'investissement. Donc il sait bien sur quel levier il faut agir. Donc pour moi, je suis optimiste qu'il soit Premier ministre et je pense qu'il pourra faire des grandes choses. Gracia, en parlant de marge de manœuvre, au Bénin, le poste de Premier ministre n'est pas prévu dans la Constitution. C'est le président de la République qui est le chef du gouvernement. Alors est-ce que c'est un rôle presque symbolique ou est-ce que le Premier ministre agit vraiment? Mais le Premier ministre, comme vous venez de le dire, il n'est pas prévu dans la Constitution. Finalement, le chef du gouvernement, c'est le président lui-même, directement. Je dirais que Lionel Zinsou sera pratiquement le super ministre s'il a le privilège de l'avoir dans les faits par le président. Donc c'est vraiment, je pense, c'est honorifique. C'est en même temps le président,
Il a bien dit qu'il ne va pas se représenter, qu'il n'y aura pas un troisième mandat. Donc, il est en train de le préparer. Mais je ne sais pas si réellement les Béninois, le dauphin, mais je ne sais pas si les Béninois vraiment ils vont pas le percevoir en lui quelqu'un de l'étranger plus que vraiment quelqu'un qui est béninois, parce que on sait bien les élections se jouent localement. Il faut avoir une terre d'assises souvent à la campagne ou dans les grandes villes. Or lui, je pense s'il n'est pas vraiment, disons, s'il ne dirige pas la transition pendant un moment, si par exemple Yahi Boni s'arrêtait, mais vraiment à ce poste de Premier ministre, il aura peu de chance, je ne sais pas, mais éventuellement peu de chance par rapport à d'autres qui sont sur le terrain. Merci, nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite.